La flèche part de l'arc à 130 km/h. La pointe porte un venin noir extrait d'une plante appelée rose du désert. En moins de 20 minutes, l'antilope de 70 kg sera immobile. Les Hadzabe n'ont pas de supermarché, pas de ferme, pas de troupeau. Tout ce qu'ils mangent doit être trouvé, chassé ou arraché à la terre le jour même. Et pourtant, des scientifiques de l'université de Stanford ont découvert que le microbiome intestinal de ce peuple est le plus diversifié jamais enregistré chez des êtres humains. Pourquoi l'une des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs d'Afrique insiste-t-elle pour vivre ainsi? Pour répondre à cette question, vous devez d'abord comprendre comment ils vivent. Et cela commence avant l'aube, dans les collines rocheuses qui entourent le lac Eyasi, dans le nord de la Tanzanie. 1300 personnes. C'est le nombre total de Hadzabe restant sur la planète. Parmi eux, seulement 200 vivent encore exclusivement de la chasse et de la cueillette, sans aucune dépendance envers des aliments achetés ou cultivés. Ils sont les derniers gardiens d'un mode de vie qui a défini l'humanité pendant 95% de son existence. Le territoire Hadzabe se trouve à 50 km des gorges d'Olduvai, où des paléontologues ont déterré des fossiles d'Homo habilis datant d'1 900 000 ans. Les scientifiques appellent cette région le berceau de l'humanité. Pour les Hadzabe, c'est simplement leur maison. Leur histoire orale ne contient aucun récit de migration. Ils ne sont pas venus d'ailleurs. Ils ont toujours été là. Le matin, Hadzabe commence par le feu. Il n'y a pas d'allumettes. Il n'y a pas de briquet. Un homme prend 2 bâtons secs, insère la pointe de l'un dans le sillon de l'autre et commence à les faire tourner entre les paumes de ses mains. La friction génère de la chaleur. La chaleur génère de la braise. La braise rencontre un nid d'herbes sèches. En moins de 30 secondes, la flamme surgit. 30 secondes. Ce temps n'est ni une exagération, ni une performance pour les touristes. Des chercheurs qui ont vécu avec les Hadzabe ont documenté à plusieurs reprises cette vitesse impressionnante. Pour contextualiser, la plupart des gens dans les sociétés industrialisées mettraient plusieurs minutes à essayer d'allumer un feu par friction quand ils y parviennent. Les Hadzabe font cela comme vous allumez un interrupteur de lumière. La différence réside dans 40 000 ans de pratiques accumulées, transmises de père en fils, de mère en fille, sans interruption. Le feu sert à se réchauffer pendant les nuits froides de la savane, où les températures peuvent descendre en dessous de 10 degrés. Il sert à cuire les tubercules et la viande. Il sert à éloigner les prédateurs nocturnes. Il sert à produire les torches de fumée qui permettent la récolte du miel. Et il sert, peut-être plus important encore, de point de rencontre. La nuit, les familles se réunissent autour des flammes pour partager des histoires, résoudre des conflits et transmettre des connaissances qu'aucun livre ne peut capturer. Mais avant tout, repas autour du feu, quelqu'un doit apporter la nourriture. Et c'est ici que la véritable ingénierie de survie des Hadzabe se révèle. Les hommes se réveillent au lever du soleil et prennent leurs arcs. Chaque Hadzabe adulte possède le sien, fabriqué par lui-même à partir de bois locaux. Le préféré est le mutateko, connu scientifiquement sous le nom de Dombeyakirki, un arbre qui pousse sur les rives des rivières et offre la combinaison parfaite de flexibilité et de résistance. Quand le mutateko n'est pas disponible, ils utilisent le tsapaleko ou le kongoroko, des espèces abondantes dans la région de la vallée de Yaeda. Le processus de fabrication d'un arc Hadzabe prend environ 2 heures. L'archer sélectionne une branche avec la courbure adéquate, enlève l'écorce, sculpte les pointes et ajuste l'envergure jusqu'à ce qu'elle corresponde exactement à l'extension de ses bras ouverts. Chaque arc est personnalisé pour son propriétaire. La force de traction dépasse souvent les 100 livres, soit plus du double des arcs récréatifs utilisés en Occident. Pour tirer la corde jusqu'à l'oreille et viser avec précision, le chasseur Hadzabe développe une musculature spécifique dont l'entraînement commence à l'âge de 3 ans. 3 ans. Les garçons Hadzabe reçoivent leurs premiers arcs miniatures presque dès qu'ils apprennent à marcher. Ils s'exercent en visant des lézards, des petits oiseaux et des insectes autour du campement. À 8 ans, ils accompagnent déjà les adultes lors de chasses courtes. À 12 ans, ils fabriquent leurs propres armes. À 15 ans, ils sont des chasseurs complets, capables de pister, de poursuivre et d'abattre des proies qui feront vivre leur future famille. Mais l'arc seul ne suffit pas. La véritable arme secrète des Hadzabe se trouve à la pointe de leurs flèches. Ils utilisent 3 types différents de venins, chacun extrait de plantes spécifiques de la région.
Le plus courant est le panjuko, produit à partir de la sève de la rose du désert, une succulente aux fleurs rosées qui pousse dans quelques endroits autour du lac Eyasi. Les Hadzabe voyagent régulièrement vers une île sur la rive sud-est du lac Salé pour collecter cette matière première essentielle. Le processus d'extraction exige une connaissance précise. L'archer coupe une branche de la plante ou écrase la pulpe alors qu'elle est encore attachée au tronc. Il utilise le dos de sa hache comme pilon, répétant le mouvement jusqu'à ce que le jus laiteux s'écoule en quantité suffisante. Ce liquide est ensuite bouilli dans une casserole jusqu'à ce que l'eau s'évapore complètement, laissant une substance collante et noire. La masse résultante est façonnée en petites boules qui peuvent être transportées et stockées pendant des mois. Quand vient le moment de chasser, l'archer chauffe légèrement la boule de venin, coupe de fines lanières et les enroule juste derrière la pointe métallique de la flèche. Le venin ne touche jamais la pointe elle-même, car tout contact avec la chair avant d'atteindre la circulation sanguine réduirait son efficacité. La science derrière cette technique est sophistiquée. La rose du désert contient des glycosides cardiaques, des composés chimiques qui interfèrent directement avec le fonctionnement du cœur. Lorsque la flèche pénètre la peau de l'animal et que le venin entre dans la circulation sanguine, ces composés commencent à dérégler les battements cardiaques. L'animal devient d'abord léthargique, puis chancelant, puis incapable de s'enfuir. La mort survient par arrêt cardiaque, généralement en moins de 20 minutes pour les proies de taille moyenne. Les Hadzabe utilisent également le chanjoko, extrait d'une plante grimpante appelée Strophanthus eminii, qui pousse dans les collines de leur région. Et occasionnellement, ils acquièrent par échange avec des tribus voisines le calicassi, produit à partir de l'Acocanthera chimperi, une plante qui n'existe pas sur le territoire Hadzabe, mais qui est cultivée par les Aquiedorobos au nord. Imaginez cela. Un peuple sans écriture a développé au cours des millénaires un système pharmacologique complexe impliquant 3 espèces végétales différentes, chacune avec des méthodes spécifiques d'extraction, de traitement et d'application. Cette connaissance n'est dans aucun manuel. Elle n'existe que dans l'esprit et les mains de ceux qui la pratiquent quotidiennement. La chasse elle-même commence par le pistage. Les Hadzabe lisent la savane comme vous lisez un livre. Les empreintes dans le sable indiquent non seulement quel animal est passé, mais quand il est passé, dans quelle direction il allait, s'il courait ou marchait, s'il était en bonne santé ou blessé. Les branches cassées, les feuilles retournées, les excréments frais, tout raconte une histoire à celui qui sait l'interpréter. Ils chassent principalement des antilopes, comme les impalas, les kudus et les dik-dik, ainsi que des phacochères, des babouins, des oiseaux sauvages et occasionnellement des proies plus grandes comme des zèbres. La technique varie selon la cible. Pour les animaux plus petits, ils utilisent des flèches sans venin, comptant sur la précision du tir pour un abattage rapide. Pour les proies plus grandes, le venin est essentiel. Pendant la saison sèche de mai à octobre, la chasse devient plus productive. La végétation rare concentre les animaux autour des quelques sources d'eau restantes. Les Hadzabe connaissent chaque puits, chaque source, chaque dépression où l'eau s'accumule. Ils se positionnent stratégiquement et attendent. La patience est aussi importante que l'adresse au tir. Mais voici la donnée qui défie toute logique moderne. Combien de temps imaginez-vous qu'un Hadzabe passe par jour à chercher de la nourriture? 3 à 4 heures. Des études anthropologiques menées au fil des décennies confirment ce chiffre de manière répétée. Alors que les gens dans les sociétés industrialisées travaillent 8, 10, parfois 12 heures par jour pour garantir des ressources de base, les Hadzabe règlent la question de l'alimentation en une seule matinée. Le reste de la journée est consacré au repos, à la socialisation, à la fabrication d'outils, aux soins des enfants, ou simplement à ne rien faire. Cette efficacité ne signifie pas une abondance constante. Il y a des jours où la chasse échoue, il y a des semaines où la pluie ne vient pas et où les tubercules sèchent, mais la diversité des sources alimentaires disponibles garantit qu'il existe toujours une alternative. S'il n'y a pas de viande, il y a des racines. S'il n'y a pas de racines, il y a des fruits de baobab. S'il n'y a pas de fruits, il y a du miel. Le miel occupe une place spéciale dans le régime et la culture Hadzabe. Lorsqu'on leur demande quel est leur aliment préféré, hommes et femmes répondent unanimement « le miel ». Cette préférence n'est pas seulement une question de goût. Le miel fournit jusqu'à 20% des calories consommées par les Hadzabe,
une proportion extraordinaire pour n'importe quelle société humaine. Il est dense en énergie, riche en micronutriments et disponible pendant une grande partie de l'année. Mais collecter du miel sauvage n'est pas une tâche simple. Les ruches de l'abeille africaine, Apis mellifera, se trouvent souvent à l'intérieur d'énormes baobabs, des arbres qui peuvent atteindre 15 mètres de hauteur avec des troncs de 8 à 9 mètres de diamètre. Pour atteindre ces trésors suspendus, les Hadzabe ont développé des techniques qui frôlent l'acrobatie. Le collecteur de miel doit d'abord localiser la ruche. Et c'est ici qu'intervient l'une des relations les plus fascinantes entre les humains et les animaux sauvages sur toute la planète. Il existe un oiseau appelé grand indicateur, un oiseau discret aux couleurs neutres de la taille approximative d'un merle. Cet oiseau adore la cire d'abeille, mais ne peut pas accéder aux ruches seul. Les abeilles sont trop agressives, les rayons sont trop protégés. Il a donc développé au cours de millions d'années de coévolution un partenariat avec les humains. Lorsqu'un grand indicateur trouve une ruche, il vole jusqu'à l'endroit où se trouvent les Hadzabe et commence à émettre un cri caractéristique, différent de tout autre son qu'il produit. Les chasseurs reconnaissent immédiatement cette invitation. Ils répondent par des sifflements spécifiques et des coups rythmiques sur les troncs d'arbres. L'oiseau vole alors vers la ruche, s'arrêtant de temps en temps pour vérifier si les humains le suivent. Cette communication entre espèces a été documentée scientifiquement par des chercheurs de Yale et d'autres universités. Ce n'est pas du folklore, ce n'est pas une exagération. C'est le mutualisme en action, un accord écologique qui profite aux deux parties depuis des millénaires. En arrivant à l'arbre indiqué, le Hadzabe fait face au défi de monter. Les baobabs n'ont pas de branches basses, leurs troncs sont lisses et immenses. La solution est ingénieuse. Le collecteur utilise sa hache pour fabriquer des piquets de bois sur place. Il enfonce le premier piquet dans le tronc en utilisant le dos de la hache comme marteau. Il monte dessus. Il enfonce le second un peu plus haut. Il monte à nouveau. Il répète le processus des dizaines de fois jusqu'à atteindre l'ouverture où les abeilles ont construit leur nid. 15 mètres d'escalade verticale sur des piquets improvisés. Avant de mettre la main à l'intérieur du trou rempli d'abeilles furieuses, il doit les calmer. Il descend au sol, allume un feu, prépare une torche faite d'écorces sèches, de feuilles et de résine végétale. La fumée dense interfère avec les phéromones d'alarme des abeilles, confondant leur communication et réduisant l'agressivité de l'essaim. Le collecteur monte à nouveau en portant la torche fumante, souffle la fumée à l'intérieur de la ruche et de sa main nue retire les rayons dorés remplis de miel, de cire, de pollen et de larves. Tout est consommé. Le miel liquide est le prix principal. La cire est mâchée puis recrachée en cadeau pour l'oiseau guide qui les a conduits là. Les larves fournissent des protéines supplémentaires. Rien n'est gaspillé. Les Hadzabe comprennent instinctivement ce que la science moderne appelle la durabilité. Ils évitent de collecter le miel pendant la saison des pluies, lorsque les abeilles reconstruisent leur colonie et stockent des réserves. Ils ne détruisent jamais complètement une ruche, laissant toujours suffisamment de rayons pour que les abeilles se rétablissent. Cet accord non écrit entre les humains et les insectes soutient les deux depuis des générations innombrables. Pendant que les hommes chassent et collectent le miel, les femmes Hadzabe mènent une autre opération tout aussi vitale. Armées de bâtons à creuser et de sacs tissés de fibres de baobab, elles parcourent la savane à la recherche de tubercules souterrains, de fruits sauvages et de baies saisonnières. Les tubercules sont la base calorique la plus fiable du régime Hadzabe. Différentes espèces mûrissent à différentes époques de l'année, garantissant une disponibilité presque constante. Les femmes connaissent chaque plante par la forme des feuilles qui poussent à la surface, même lorsque le tubercule comestible est enterré à un demi-mètre de profondeur. Elles utilisent leurs bâtons pour creuser, extraient les racines amylacées et les font rôtir directement dans les braises avant de les consommer. Le fruit du baobab est un autre pilier nutritionnel. À l'intérieur de la coque dure et veloutée, une pulpe blanche et farineuse entoure les graines. Cette pulpe contient de la vitamine C à des concentrations supérieures à celles de l'orange. Les Hadzabe la consomment directement ou la mélangent avec de l'eau pour créer une boisson nutritive et rafraîchissante. Les graines sont cassées pour extraire une huile riche en graisses essentielles. Des baies de diverses espèces complètent le régime pendant la saison humide. Certaines sont sucrées, d'autres acides. Toutes apportent des vitamines et des fibres qui maintiennent le système digestif en fonctionnement optimal.
Et c'est précisément dans ce système digestif que les scientifiques ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. En 2014, des chercheurs ont publié dans la revue Nature Communication une étude qui a changé la compréhension scientifique de la nutrition humaine. Ils avaient collecté des échantillons de sels de membres de la communauté Hadzabe et comparé la composition bactérienne intestinale avec des échantillons d'Italiens urbains et d'agriculteurs ruraux africains. Les résultats furent surprenants. Le microbiome Hadzabe présentait des niveaux de diversité et de richesse microbienne significativement supérieurs à tout autre groupe étudié. Des espèces bactériennes qui n'existent tout simplement pas dans les intestins des personnes des sociétés industrialisées prospéraient en abondance chez les Hadzabe. D'autres espèces qui apparaissent rarement dans les populations occidentales dominaient la flore intestinale de ces chasseurs-cueilleurs. Des études ultérieures ont élargi ces découvertes. En 2017, la même équipe de Stanford a documenté quelque chose d'encore plus remarquable. La composition du microbiome Hadzabe change cycliquement selon les saisons de l'année. Pendant la saison sèche, lorsqu'ils consomment plus de viande, certaines bactéries diminuent à des niveaux presque indétectables. Pendant la saison humide, lorsque les baies et le miel prédominent dans le régime, ces mêmes bactéries reviennent en force. Ce cycle saisonnier suggère que le microbiome humain original était beaucoup plus dynamique que le microbiome moderne. Les bactéries intestinales de nos ancêtres fluctuaient probablement en réponse aux changements de disponibilité des aliments, s'adaptant constamment aux conditions environnementales. Dans les sociétés industrialisées, où le régime reste relativement constant tout au long de l'année, grâce à la réfrigération et à l'importation mondiale, cette flexibilité microbienne s'est perdue. Et avec elle, apparemment, une protection importante contre les maladies chroniques. Les Hadzabe vivent pratiquement exempts de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires et de démence. Non pas parce qu'ils ont accès à des hôpitaux sophistiqués ou à des médicaments modernes. Ils n'ont ni l'un ni l'autre. Ils vivent ainsi parce que leur corps fonctionne différemment. Leurs intestins traitent les aliments différemment. Leurs bactéries collaborent différemment. Une étude menée par le professeur Hermann Pontzer de l'université Duke a révélé un autre paradoxe fascinant. Bien qu'ils soient physiquement beaucoup plus actifs que les personnes sédentaires des pays industrialisés, les Hadzabe ne brûlent pas significativement plus de calories. La dépense énergétique totale est étonnamment similaire. La différence réside dans la manière dont ces calories sont utilisées. Les corps Hadzabe sont extraordinairement efficaces, convertissant l'énergie en mouvement sans le gaspillage métabolique qui caractérise les organismes adaptés à la sédentarité. Des recherches publiées en 2023 ont identifié plus de 120 espèces bactériennes présentes dans les intestins Hadzabe qui sont en train de disparaître ou ont déjà disparu dans les populations industrialisées. Les scientifiques ont récupéré 91 662 génomes microbiens à partir de 351 échantillons fécaux Hadzabe. 44% de ces génomes n'avaient jamais été catalogués dans les bases de données mondiales. 8 400 000 familles de protéines ont été identifiées uniquement dans les intestins de 167 individus Hadzabe étudiés. Plus de la moitié de ces protéines étaient complètement inconnues de la science. Comment est-il possible qu'un groupe de 1300 personnes transporte dans ses intestins plus de diversité biologique que des populations de millions de personnes? La réponse réside dans le régime alimentaire, et plus profondément, dans le mode de vie. Les Hadzabe consomment entre 100 et 150 grammes de fibres par jour. La recommandation médicale standard pour les adultes dans les pays occidentaux est de 25 à 30 grammes. Très peu de gens atteignent même cet objectif minimum. Les Hadzabe en consomment 5 fois plus. Ces fibres proviennent des tubercules, des fruits du baobab, des baies sauvages et de dizaines d'autres plantes qui composent leur régime varié. Chaque type de fibre nourrit différentes populations bactériennes. Plus la fibre consommée est diversifiée, plus le microbiome résultant est diversifié. Mais ce n'est pas seulement ce que les Hadzabe mangent, c'est aussi ce qu'ils ne mangent pas. Aucun aliment transformé, aucun sucre raffiné, aucune huile végétale industrielle, aucun conservateur, aucun colorant, aucun antibiotique. Le régime Hadzabe se compose entièrement d'aliments qui existaient il y a 40 000 ans, préparés de manière qui existait il y a 40 000 ans.
Les scientifiques ont commencé à appeler le microbiome Hadzabe une capsule temporelle. C'est peut-être la fenêtre la plus claire que nous ayons pour comprendre comment étaient les intestins humains avant l'agriculture, avant l'industrialisation, avant la médecine moderne. Et ce que cette fenêtre révèle est perturbant. Nous avons perdu quelque chose d'important en cours de route. Des expériences ont démontré que seulement 3 jours de suivi d'un régime inspiré des Hadzabe peuvent augmenter la diversité bactérienne intestinale jusqu'à 20%. Certaines des espèces perdues commencent à réapparaître lorsque des personnes des sociétés industrialisées consomment plus de fibres variées et éliminent les aliments ultra transformés. Mais il y a un problème. Beaucoup de ces bactéries ancestrales peuvent être perdues à jamais dans les populations urbaines. Sans exposition initiale pendant l'enfance, sans contact avec un sol et des plantes non stérilisées, sans transmission de la mère à l'enfant via le microbiome maternel, certaines espèces ne parviennent tout simplement pas à s'établir. L'extinction microbienne peut être aussi irréversible que l'extinction d'espèces animales. C'est pourquoi des scientifiques du monde entier voyagent en Tanzanie pour étudier les Hadzabe. Ils collectent des échantillons de sel, de salive, de sang et de peau. Ils séquencent des génomes bactériens. Ils cataloguent des espèces avant qu'elles ne disparaissent en même temps que le mode de vie qui les soutient. Cette course scientifique soulève des questions éthiques complexes. Des membres de la communauté Hadzabe ont exprimé leur inquiétude face à ce qu'ils appellent la biopiraterie. Des chercheurs extraient des ressources biologiques précieuses de leur corps, publient des études dans des revues prestigieuses, construisent des carrières académiques et développent parfois des produits commerciaux basés sur ces découvertes. Qu'est-ce qui revient aux Hadzabe? Shani Mangola, un leader communautaire Hadzabe, a déclaré publiquement que certains projets de recherche ont collecté des échantillons sans consentement adéquat et ont tenté de manipuler artificiellement les habitudes alimentaires de la communauté à des fins expérimentales. La ligne entre la recherche scientifique légitime et l'exploitation coloniale n'est pas toujours claire. Ce que les Hadzabe veulent vraiment, ce ne sont pas des publications académiques ou des redevances sur des brevets pharmaceutiques. Ils veulent de la terre. Ils veulent le droit de continuer à vivre comme ils ont toujours vécu. Au cours des 50 dernières années, les Hadzabe ont perdu 90% de leur territoire ancestral. Ce qui était autrefois une zone d'environ 4000 km² autour du lac Eyasi a été progressivement envahi par des pasteurs d'Atoga avec leurs troupeaux de chèvres et de bétail, par des agriculteurs bantous étendant leurs plantations, par des réserves de chasse privées au service des touristes étrangers. Chaque avancée extérieure représente une perte pour les Hadzabe. Les troupeaux des pasteurs rivalisent pour l'eau rare et effraient les animaux sauvages dont dépendent les chasseurs. Les plantations détruisent les zones de végétation indigène où poussent les tubercules et les baies. Les réserves de chasse interdisent la présence Hadzabe sur des terres que leurs familles occupent depuis des millénaires. En 2007, le gouvernement tanzanien est allé jusqu'à louer 6500 km² de territoire Hadzabe à la famille royale d'Abu Dhabi pour servir de terrain de jeu de safari personnel. Les Hadzabe qui ont résisté ont été emprisonnés. Seule une campagne internationale de pression a réussi à faire annuler l'accord. 4 ans plus tard, en 2011, une communauté de 700 Hadzabe a reçu des titres de propriété collective sur 20 000 hectares de terre. C'était la première fois dans l'histoire que le gouvernement tanzanien reconnaissait formellement les droits fonciers d'une minorité tribale. Une victoire historique, sans aucun doute, mais 20 000 hectares ne représentent qu'une fraction de ce qui a été perdu. En 2024, 30 km² supplémentaires ont été rendus à l'administration communautaire Hadzabe. Encore une fois, une conquête importante, encore une fois, insuffisante pour garantir la survie à long terme du mode de vie traditionnel. Le problème va au-delà de la quantité de terre disponible. La qualité compte aussi. Les zones envahies par les pasteurs sont souvent dégradées par le surpâturage. La végétation indigène disparaît. Les animaux sauvages migrent au loin. Les sources d'eau s'assèchent, tout se contamine. Même lorsque les envahisseurs sont finalement expulsés, la terre met des années à se rétablir. Pendant ce temps, la pression continue d'augmenter.
Aujourd'hui, sur les environ 1000 Hadzabe vivant dans la région du lac Eyazi, seuls 100 à 300 chassent et collectent encore la majeure partie de leur nourriture. Les autres dépendent partiellement d'emplois occasionnels, dans des fermes voisines, d'argent obtenu grâce au tourisme, d'aliments achetés ou reçus en don. Beaucoup fréquentent maintenant l'école pendant quelques années. Ils parlent le swahili en plus de leur langue maternelle Hadzane. Ils portent des vêtements occidentaux donnés. Certains possèdent des téléphones portables. L'anthropologue Colette Berbesque, qui étudie les Hadzabe depuis 2007, a observé avec inquiétude qu'ils ne s'intègrent pas à la vie rurale tanzanienne normale. Ils sont, selon ses mots, en train de transiter vers une vie où ils occupent le fond absolu du baril. L'alcool est devenu un problème croissant dans certains campements proches des zones urbaines. Des décès par empoisonnement alcoolique, pratiquement inconnus il y a une génération, surviennent désormais avec une fréquence perturbante. Chaque décès emporte avec lui des connaissances qui ne peuvent être récupérées dans aucun livre. Comment préserver un mode de vie qui dépend de centaines de compétences pratiques transmises oralement au fil des décennies? Comment maintenir vivante une langue qui n'existe que dans la bouche de 1300 personnes? Comment protéger un microbiome ancestral qui peut disparaître en une seule génération de changements alimentaires? Les Hadzabe ont leur propre réponse à ces questions. Ils continuent simplement. Ils continuent de se réveiller avant l'aube. Ils continuent d'allumer le feu par friction. Ils continuent de fabriquer des arcs en bois de mutateko. Ils continuent de préparer le venin de rose du désert. Ils continuent de suivre l'appel de l'oiseau guide. Ils continuent d'escalader des baobabs de 15 mètres. Ils continuent de partager tout ce qu'ils obtiennent entre tous ceux qui en ont besoin. Leur structure sociale reste radicalement égalitaire. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de hiérarchie formelle. Les décisions sont prises par consensus. Les ressources sont distribuées équitablement. Lorsqu'un chasseur revient avec une proie, la viande est divisée selon des règles traditionnelles qui garantissent que chacun reçoive une portion, y compris les veuves, les orphelins et les personnes âgées incapables de chasser. James Woodburn, anthropologue britannique qui a consacré des décennies à l'étude des Hadzabe, l'a résumé ainsi. Les Hadzabe sont soucieux d'égalité. Les différences de pouvoir, de richesse et de statut sont systématiquement subverties. Et cette égalité est, d'une certaine manière, généralisée par eux à toute l'humanité. Lorsqu'on les presse d'expliquer pourquoi ils refusent l'agriculture, l'élevage d'animaux et d'autres adaptations qui faciliteraient leur survie matérielle, les Hadzabe offrent une réponse qui désarme tout contre-argument. Nous n'avons pas de traces de famine dans notre histoire orale, a déclaré un ancien à l'organisation Survival International. La raison est que nous dépendons des produits naturels de l'environnement. En vivant de cette manière, l'environnement dont nous dépendons n'est pas endommagé et reste sain. Ce n'est pas de l'entêtement, ce n'est pas de l'ignorance. C'est une sagesse accumulée au cours de 400 siècles. Ils savent quelque chose que les sociétés agricoles ont découvert trop tard, que modifier radicalement l'environnement pour augmenter la production à court terme mène souvent à l'effondrement à long terme, que l'abondance durable requiert des limites, que ne prendre que le nécessaire garantit qu'il y aura toujours le nécessaire à prendre. Les Hadzabe n'ont pas de mot pour « travail ». Il n'existe pas dans la langue Hadzane parce qu'il n'existe pas dans leur vie. Ce qu'ils font pour survivre n'est pas séparé de ce qu'ils font pour vivre. Chasser, c'est marcher. Collecter, c'est converser. Manger, c'est partager. Dormir, c'est se reposer sous des étoiles que leurs ancêtres contemplaient déjà il y a 400 siècles. La science moderne a découvert que 3 jours de suivi du régime Hadzabe peuvent augmenter de 20% la diversité bactérienne de votre intestin, que leur microbiome contient des espèces qui ont complètement disparu des populations industrialisées, qu'ils vivent exempts de diabète, d'obésité et de maladies cardiaques sans jamais avoir mis les pieds dans un hôpital. Peut-être que la question n'est pas de savoir pourquoi les Hadzabe vivent encore ainsi. Peut-être que la véritable question est « Pourquoi avons-nous arrêté ?»